Salut mec, la grosse RC et T4, UT4 est fini. Ceci est théoriquement un rock crawler. On a quand même 2 vitesses, donc entre les passages de caillasse, tu peux y aller un peu plus fort. On a un certain design sur la boîte qui a été respecté. Néanmoins, pas ici les plaques en chrome, après c'est pas très grave, elles sont teintées noires. Ce que j'avais oublié sur la vidéo d'unboxing de vous dire, c'est qu'il existe une pléiade d'options alu. Alors je l'ai dit, mais j'ai oublié que je l'ai dit. Et des pièces en carbone ici, en option. Et moi, ce qui va certainement m'intéresser, ce sont, s'il y a de la casse, enfin surtout déjà les bras de direction en alu, peut-être des amortos supplémentaires, et s'il y a de la casse, les bulkheads en alu. Le reste, je pense pas, franchement. Même si là, c'est un engin un peu moins violent, donc c'est vrai que ça pourrait être sympa. Quand tu as fini ton UT4, il te reste un sachet de Ziploc complet, des gros, des petits, de tout ce que tu veux. Quelques petites pièces, là en l'occurrence disque et étris de frein, parce que je ne les ai pas montés. Ça m'intéresse pas du tout, ça se voit pas les jantes, et à part accrocher toutes les saletés, il se passe rien avec ces machins. Et un sachet pour la poubelle avec des gras. Ça fait quand même, tu vois, si tu regardes, beaucoup de déchets. Même si les fleurs, évidemment, on va les récupérer. À bord, j'ai mis 2 servos Savox qui ne sont absolument pas prévus pour être mis là-dedans. J'ai dû adapter les câbles de ces Savox parce qu'ils sont étanches et ils prennent. Je les ai pris parce qu'en fait, ils prennent, je te dis pas de bêtises, normalement. Ça y est, on voit plus dans les specs. Plus que 6 volts. Parce que j'ai mis mon bec à plus que 6 volts. On verra si ça tient ou pas. Au pire, ça fume. On mettra des autres servos. Parce que les câbles sortent par le dessous du boîtier. C'était vraiment un ric-rac pour adapter. Et à bord, j'ai mis ça. Mamba Monster X. C'est un fou! Non, vous en faites pas, paniquez pas. C'est pas parce qu'il prend 6S qu'on a mis 6S. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que je n'ai pas pris le Monster. Enfin, le Mamba X qui est plus petit, plus compact, c'est vrai, plus adapté à ça, tu vas me dire, parce qu'il coûte le même prix. Vous payez un Vario plus petit, aussi cher qu'un gros costaud, je vois pas l'intérêt. Et on n'a pas exagéré sur le moteur, j'ai pris le 1415 à capteur. Donc c'est un moteur 36 par 70, 2400 kV à capteur. Comme ça on peut rouler 2, 3S. La notice, on va en causer. Et ce qui reste à la fin aussi, surtout, ce sont les stickers. Ça, je vous avais dit dans l'unboxing qu'ils étaient nazes. C'est encore pire que prévu parce que ils sont blancs. Soit tu coupes pile poil nickel chrome la ligne de ton sticker, soit tu as un petit rebord blanc. Et ça, regarde, ça devient très chiant au niveau des numéros. Imagine-toi là de découper ce numéro. Si tu entailles le noir, comme tu as une peinture d'une certaine couleur, ça va se voir que ton noir est pas droit. Si tu laisses du blanc, ça va être moche aussi. Donc la planche de sticker d'origine, déjà d'une qualité pas super. Franchement, c'est pas top. Et en plus sur fond blanc, c'est vraiment nul. Il faut les découper soi-même, ça c'est pas un problème, on est habitué. Et voici le bestiau. Voici ce que ça donne une fois fini. Alors, dire que c'est du 1.7 pour moi c'est peut-être un peu exagéré. Après c'est peut-être du 1.7 par rapport à l'échelle réelle. Dans l'usage du modélisme, là on est plus sur du 1.8. On a par contre une méca dedans, on a des diffs qui ont la taille en gros, on va dire d'un ancien Revo, d'un slash 4x4, de ce genre d'engin, donc plus de gros 1 dixième que de vrai 1.8. Et ouais, je te montre. Regarde. C'est beau quand même, c'est bien foutu. Pendant les phases de montage, certaines choses m'ont déçu, mais une fois tout assemblé ici, l'ensemble, le nez, tout est hyper méga balèze. Surtout que l'avant, ils ont prévu. C'est un engin pour la caillasse, ils ont blindé l'avant, contrairement à toutes les autres marques qui font des super parties arrière et qui merdent l'avant comme Axel Yeti, l'Audi SBR.
Enfin super recrée surtout. Le moteur. Alors on a les détails dedans puisque c'est du Scal. Pour moi ça sert pas à grand chose. Après il y en a qui aiment. Il y a les courroies dessus, il y a les poulies, il y a le couvre-culasse, mais pour ça il faut lever le capot. Mais le capot n'est pas prévu pour être levé, il faut le dévisser. Donc peut-être un peu exagéré. J'aurais bien vu à la limite de faire un cache en lexan moulé, genre c'est un côté moteur, fixé sur le côté là, de chaque côté. Comme ça, le nez est fermé et il te resterait une tonne de place sous le capot pour mettre plein d'éléments utiles, vu que le capot ne s'ouvre pas pour aller voir sur le moteur. Certainement qu'ils vont modifier le capot pour ouvrir, pour qu'on voit dessus, mais genre, tu roules pas avec le capot en haut, donc ça ne sert à rien du tout. Suspension vraiment très réaliste, j'aime beaucoup. Donc il y a une option pour mettre 4 amortos de plus. Après, ce qu'il y a dessus ici déjà suffit largement. Ouais, ça aussi, j'ai pas pu m'en empêcher. On a les LED arrière livrés avec, les LED avant. J'adore ça, particulièrement. Ce que j'aime pas dans le kit, c'est qu'il y a des parties à coller. Faut coller ici les petits feux, enfin les verres sur les feux. Faut coller dans l'habitacle certaines petites pièces. Regarde. Tu as l'éclairage à l'intérieur. Wouhou! Hein? C'est-il pas un peu poussé? C'est si. Et tu reconnais évidemment le champ du Castle. C'est clair. Le bac à batterie est grand. Franchement, il est long, il est large, il est haut. J'ai réussi à rentrer une 4S Genesis Bashing. Ouais, j'ai mis une 4S. Pas de panique, ce sont les vieilles 4S qui sont au bout du rouleau. Elle n'a pas vraiment la pêche, une 4S, donc ça fait le travail. Et le but, c'est pas de rouler vite. J'ai laissé le pignon de 12. À vue de nez, on a un petit 55-60. Donc on est bien. Franchement, c'est une vitesse que j'aime bien. Ouais, j'ai roulé. En deuxième, diff débloqué évidemment. En première, ça va plafonner un petit 30. Après, tu peux bloquer, débloquer tes diffs comme tu veux. Et c'est là qu'on va passer à la notice. Après vous avoir montré quelque chose. Sur la dernière vidéo de montage, vous l'avez vu, j'avais les huiles d'origine, j'avais dit que je ferais l'essai avec. J'ai fait l'essai avec, mais j'ai tout de suite changé parce que c'est juste pas possible. Le véhicule rebondit tout seul. Alors, ça se passe bien quand tu roules à petite vitesse, donc forcément, si tu as ton moteur à charbon dedans et tu as un IMH derrière, ok, ça peut aller. Mais l'huile est tellement fine, les ressorts relativement durs, l'engin est ici. Il est carrément posé en haut, et dès que tu roules, il fait ça. Hein. Vraiment, tu prends une bosse, bon, c'est une de Dush, donc pas réaliste du tout. Il y a de la 50W, ça fait à peu près 650-700 CST. J'ai passé de la 800 CST à l'arrière, puisque les ressorts sont plus mous à l'arrière. Et là, regarde, on a une réaction comme j'aime. Tu vois, on est monté en dépression sur les suspensions, regarde. Et les ressorts, j'ai monté les bagues au taquet en haut. Hein. Tu vois, on a mi-course. Comme ça, quand il y a une ornière, ton pont, ben, il reste en bas. Et tu vois, dès que tu lèves, il va aller chercher le sol, le pont. Comme on avait fait sur le Rampage Pro. À l'avant, j'ai passé de la 1000, mais ça ne suffit pas encore. Tu vois, les ressorts avant étant beaucoup plus durs, parce qu'ils ont prévu qu'il y a le bloc moteur et tout le tralala devant. Bon, après, même si tu mets encore un treuil, tu ne seras pas lourd. Regarde, tu vois, on remonte de façon assez vive, tu vois. C'est un peu dommage. À l'arrière, on est bien mieux. On passerait peut-être un peu plus haut. Après, le problème, c'est que de 1000, je vais peut-être trouver de la 1005, mais généralement après ça passe à 2000. Donc on passera peut-être aussi par obstruer un des trous dans le piston, à voir. La réaction en roulant, tu vois, n'empêche quand tu poses, ça va. Tu vois, à l'arrière, il encaisse bien. Et tout ça sans être trop dur. Parce que quand tu mets de l'huile trop dure dans tes crawlers, tu nuis à la façon réaliste de rouler, et ça c'est dommage. C'est clair. Et je vous ai précisé l'histoire des plaques de carbone parce qu'elles sont là, elles sont fournies dans le kit. Tu en as 4, donc une pour chaque côté des bras de pompe, et tu en as une ici pour l'arrière du pont. Et ce n'est pas tout. Mais on va en venir à l'intérieur parce que là je ne peux pas vous montrer l'intérieur vu qu'il y a tous les sièges dedans. Pour sortir ça, il faut déboulonner le toit, la LED bar, lever le toit,
enlever le tableau de bord, enlever ça. Et l'autre truc, tu vois, regarde où est le siège ici par rapport au côté caisse. Là-dessous, tu as le servo de shift. Au milieu, tu as la boîte de vitesse et le servo de shift première, deuxième. Là, pardon, tu as le servo de blocage des ponts. Et là-dessous, il y a la place pour récepteur et vario. Vous avez vu, il n'y a pas de boîtier réception. La place pour le vario, regarde, finalement, avec le fond, c'est ric-rac. Donc regarde où Mani a mis le vario. Mani a mis le vario sous le côté passager ici, en dessous. On ne le voit pas quand tu roules. Il est totalement invisible. On a le câble et la prise là, ok. Ça, tu peux le planquer un peu plus. Hein. On peut mettre un petit cache noir dessus en lexant, c'est pas un problème. Je trouve que là, c'est relativement discret quand même, le câble qui sort de là. Eux, ils avaient pris par en dessous, ce qui fait qu'il faut passer le câble, la lipo, enfin, c'est chaud. Ça va avec une énième H, avec une lipo 3.4S, c'est plus possible, surtout si tu mets une grosse capa. Et ça, c'est vraiment très dommage. Particularité de cet engin, c'est que par défaut, il est en première et les ponts sont bloqués, les diffs sont bloqués quand tout est relâché. Il faut en fait actionner les servos pour débloquer les diffs et actionner le cerveau pour passer la deuxième. Fait quand le cerveau revient, s'il a juste une fonction, il peut juste pousser dessus en fait, après il relâche. Et c'est le ressort qui est à l'intérieur de la boîte qui ramène donc la seconde. Ça fonctionne bien. Attention quand vous avez des fourchettes comme ça, surtout de ne pas les coller avec de la graisse. Ne mettez pas trop de graisse là-bas parce que enfin pas la fourchette elle-même, mais le synchro, c'est-à-dire la pièce qui passe d'un pignon à l'autre, s'il reste collé avec la graisse de l'autre côté, puisque le ressort il a quelques grammes de force, pas plus, et ben la pièce va rester devant et tu n'auras plus à passer première, deuxième. Pareil pour les blocages de pont. Vous l'avez vu au montage. Heureusement que j'ai ouvert mon pont avant, quasiment pas de graisse à l'intérieur et ni à l'intérieur du diff lui-même. L'autre chose, c'est que quand j'ai eu fini mon engin, j'ai dû redémonter l'avant. C'est tant mieux parce que j'ai pu checker l'histoire d'accessibilité relativement rapide des pièces qui est décrite à la fin de la notice. On va y venir tout à l'heure avec la notice. Ça fonctionne bien. C'est vrai qu'il y a une quinzaine de vis à enlever, mais en 5 minutes, j'avais réouvert mon diff. Pourquoi je l'ai rouvert? Parce que souvenez-vous, dans le montage, il y a un petit jeu sur le pignon. Le jeu avait l'air pas trop mal de l'entre-deux entre couronne pignon. Et finalement, en roulant, en freinant, alors que le frein était à 50%, les dents du diff avant ont sauté un petit coup. Donc j'ai rouvert, j'ai calé mon pignon d'attaque plus près du diff parce que tu ne peux pas bouger le diff de gauche à droite. Donc j'ai avancé le pignon d'attaque au maximum. On a réessayé, c'est bon, ça ne craque plus. Pour la déco démentielle, le volume et le poids des sièges et du radiateur arrière ici, je trouve personnellement, c'est clair. Surtout que les radiateurs sont vissés alors que le bac à batterie est collé. Ça c'est un mystère. Il est fixé avec les 4 vis à l'arrière ici sur la cage, mais la partie avant est uniquement collée. Donc si tu prends un choc sur l'avant, faut que ce soit bien collé, hein, sinon ça fout le camp. Donc moi, pour ça que j'ai mis 2 sangles autour de mon réservoir, et 2 rilsans, ça fait genre, c'est les sangles de fixation. C'est typique sur ce genre de véhicule, donc de toute façon ça ne dérange pas du tout le look Scala. Je me suis pas amusé à peindre, hein. Tu peux peindre évidemment le radiateur, les extincteurs, l'habitacle dedans, tout ce que tu veux. Éclate-toi si tu as envie. Moi c'est pas mon rayon, je veux que ça roule. À la limite j'aurais même pas mis l'habitacle, je l'ai mis pour cacher les éléments intérieurs en fait, pour rien d'autre. Les sièges aussi sont en plastique en 2 parties au niveau des dossiers. L'assise, ça aurait suffi en lexant, une petite, tu vois, un petit truc en lexant là aurait large suffi. Il n'y avait pas besoin de chercher plus loin. L'autre chose que vous savez qui m'intéresse vraiment sur ce type d'engin pour crapahuter, c'est que la transmission soit silencieuse pour pouvoir émettre un bruiteur. Ce n'est pas le cas ici. La transmission est bruyante, elle ne siffle pas, mais elle fait un bruit assez lourd de pignons, de gros pignons, comme le Super Pajaret, comme le Super Rocret. Le Super Rocret, il est plus là, il est chez Papa RC. Vous l'avez loupé. Et pourquoi je l'ai fait vert? Parce que la grenouille verte aussi, elle est déjà partie. Ouais, j'avais envie de me refaire une voiture verte, j'aime bien. Donc moi, dans l'idée pour moi, cet engin va remplacer le Summit. J'avais longtemps un Summit suréquipé machin, ça ressemblait
à rien, c'est une chimère, c'est un engin qui n'existe pas. Par contre, c'est vrai qu'en franchissement, son style est unique et il passe à des endroits totalement, absolument démesurés. Problème des 1 dixième, le terrain réel dans lequel tu roules en forêt est trop grand par rapport à la machine. On est tout de suite sur des obstacles irréalistes. Et le poids, le faible poids des machines leur pose problème aussi, le faible empattement, la faible largeur. Je suis vraiment pas à l'aise à crapahuter un 10 avec un engin comme ça. Il crapahutera moins bien qu'un 10 parce que c'est pas vraiment un crapahuteur à fond, c'est plus vraiment une échelle réaliste. C'est-à-dire qu'à un moment, tu seras aux limites physiques de ce que ton véhicule de série peut faire et il va se casser la gueule. Évidemment, on peut changer un tas de choses là-dessus pour qu'il crapahute encore mieux. On a de la place donc devant pour un treuil. On peut mettre un lest à la place là-dedans. On peut lester les roues. Pour l'instant, j'ai laissé stock. J'ai pas lesté les roues. Parce que comme dit, moi je vais rouler quand même à 50-60, donc j'ai pas d'intérêt que les roues soient spécialement lourdes. Tant qu'à faire, je me ferai peut-être 4 roues spécialement pour crapahuter. Quand je suis dans une zone où je fais que crapahuter, je changerai vite mes roues, c'est pas un problème. À l'arrière, tu as différents ancrages de suspension et sur les bras de pont, donc tu peux aller un peu plus haut pour perdre un peu de hauteur. Tu peux rattraper ça à l'arrière. Le pont a 2 positions ici d'ancrage. Là, pardon, ici. Tu peux ancrer ton pont plus bas par rapport au bras. Le véhicule sera donc plus haut. Pas le pont, mais tout le reste du véhicule. Il n'y a pas besoin, comme tu peux voir, niveau assiette, on est pas mal. Là, on est à fond, tu vois. Et quand tu le poses, tu es bien. J'ai quand même la Hypo 4S dedans. J'ai un variateur 6S pour un 8ème. J'ai un moteur. Bon, le moteur n'est pas très lourd, c'est sûr. Après, rassurez-vous, si vous avez des doutes sur le moteur, il y a de la place. J'avais vraiment peur que dans le carter moteur en plastique, il n'y ait pas de place. Mais on peut mettre un 42-74, c'est pas un problème. Il faudra penser aux pignons par contre, 12, 13 et 14 uniquement en module 0,8. Donc faut le bon truc. J'aurais pu y mettre par exemple là-dedans, très à l'aise, aurait été je pense le 1800 kV qu'on a dans le Traxxas Max. Même sans capteur, aurait fait merveille. Après, l'étagement avec le pignon de 12 est quand même relativement long, je dois dire. Avec, sans le mode capteur, on a quand même un léger Coggin avec le 2400 qui est pourtant relativement balèze. Bon, après, dès que tu branches le capteur, c'est fini. Hein. Tu vas voir, ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire la petite démo qui va bien. On va causer de la notice. La notice a quelques erreurs et le montage est très ennuyeux. J'en parle, bien sûr, certains d'entre vous ont vu les étapes de montage et sauront pourquoi. Mais il y en a que ça n'intéresse pas forcément. Vous n'allez pas vous amuser à regarder les vidéos qui ne vous intéressent pas. Au cours du montage, tu vas avoir ouvert plusieurs sachets de vis à la fois. Les sachets de vis ont des dénominations A, B, C, D et les pièces aussi ont des sachets A, B, C, D. Donc, exemple simple, quand tu es sur cette page, il te faut les cardans qui sont dans le sac, on va dire B, mais tu commences par les pièces qui sont dans le sac D et E. Tu te retrouves donc avec 3 sachets ouverts, tu n'auras pas besoin de toutes les pièces. Pareil pour les roulements, pareil pour les vis. Et à chaque étape, il faut revenir sur la nomenclature parfois pour retrouver les pièces, puisque là, tu as le sachet A, on va dire, tu as ces pièces-là, tout d'un coup ici, tu as une pièce qui n'est pas dans le sachet A, et tu n'as pas écrit ici dans quel sachet est quoi, enfin de quel sachet tu as besoin, donc tu vas prendre la référence de la pièce, et tu vas revenir devant pour voir de quelle grappe elle provient. Et on a un très bel exemple, si je te le retrouve. Alors, une pièce, voilà. Ça là au bout, c'est le levier que tu as besoin pour le shift. Cette petite pièce, tu en as besoin au bout du cerveau de shift. Et tu la cherches parce que les grappes sont fragiles, ça craque vite des grappes. Donc c'est au fond du sachet avec les ponts et les parties du châssis. Seul indice ici, c'est qu'il y a le support de cerveau avec. Mais ce support de cerveau n'est plus ici, puisqu'il est monté d'origine sur la boîte qui arrive pré-montée. Ça, c'est ce qui m'a énervé le plus. C'est que la boîte de vitesse et les diffs soient pré-montés. Surtout que de toute façon, il faut les rouvrir. Là, je t'invite à voir la vidéo diff. J'ai ouvert le diff pour montrer comment ça fonctionne et constater qu'il n'y a pas de graisse dedans. Ces pièces de direction là en plastique, assez souples, il n'y a pas de sauve-cerveau sur la machine. Je sais que c'est un crawler, mais un sauve-cerveau réglable ou débridable aurait été bien. Comme ça, quand tu roules, parce qu'avec la seconde, quand même, tu vas fort.
Donc quand tu tapes, ça tape fort dans la direction. Là, j'ai mis un servo 35 kg qui n'est pas rapide du tout, c'est fait exprès. Aussi, dans le but du comportement réaliste, ça sert à rien d'avoir un servo rapide. Quand tu es à bord d'une Jeep de franchissement, tu dois faire 10 tours de volant pour aller à gauche, 10 tours à droite. Donc crois-moi, quand tu sors du virage, tu as intérêt à mouliner, à contrebraquer à toute vitesse et tu n'es pas très rapide sur cette action. C'est ce que j'ai voulu ici aussi. Donc j'étais déçu de la façon de monter les éléments parce que tu montes un morceau, tu le poses de côté, tu montes un autre, tu le poses de côté, tu montes un autre, tu finis rien. En fait, tu te retrouves avec... j'avais vraiment tous les sachets de pièces ouverts à un moment, alors que j'étais loin de fini, et j'avais 4 gamelles de vis en vrac. Avec les petits sachets, parce que dans chaque grand sachet, il y a des petits sachets avec les références de vis, pas les tailles ni rien. Donc tu gardes tes petits sachets à côté de ton tas de vis pour t'y retrouver si tu as un doute. Quand tu as de l'expérience en montage et tout, que tu es mécano, c'est pas un problème. Et moi, je pense à Monsieur Tout-le-Monde, où le gars juste passionné de montage de kit RC, de crawler, qui se lance là-dedans, qui a peut-être déjà monté un crawler, mais que ça va être peut-être son deuxième à peine celui-là. Ça va être parfois compliqué. Ça met énormément de temps. J'ai mis une journée entière pour faire ce kit. Entre rechercher la vis là-bas, le sachet là, la pièce ici, le machin, le bidule, passer les câbles, faire les réglages. Bon, après moi, comme j'avais des servos pas idéalement adaptés à ce véhicule, mais que je voulais mettre parce qu'ils sont waterproof et qu'ils sont solides et costauds, j'ai adapté évidemment ces servos. Après, il y a tout le câblage à poser proprement si tu veux que ça soit discret. Parce que là, quand même, tout ce qui me reste, c'est le gros câble de la batterie. Hein, tu vois, et là, il suffit de mettre un petit filet noir dedans, un petit cache à la limite si je veux planquer encore ça, mais moi je vais le laisser, ça m'est complètement égal. En plus, ça permet rapidement de brancher et débrancher en cas de problème. Après, j'ai fait des vraies soudures, pas des collages, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Tu peux peindre les éléments du moteur, par exemple. Mais ce qui m'ennuie avec ces éléments, la cage, par exemple, est dans un plastique vraiment de super qualité, comme les jantes, mais le réservoir, les radiateurs, tableau de bord, les chaises, le bloc moteur est dans un plastique très cassant. Donc déjà, je ne sais pas pourquoi ils ont fait le bac à batterie dans ce plastique. J'aurais bien aimé vraiment le même plastique que ces éléments-là. Et à peindre, ce genre de plastique, c'est la misère. Je vous le dis, c'est lisse, c'est parfaitement inadapté à la peinture en fait à la base. Donc il faut vraiment, faut bien nettoyer, il faut aller gratouiller, surtout si tu t'amuses vraiment à faire le détail de plusieurs couleurs. Et là, puisqu'on y est, au montage de ce coffret, tu vois, tu montes tout ton avant ici avec toutes tes poulies, tous tes machins, ton tralala. Il y a un petit ventilateur dedans, je l'ai mis. Là, tu vois, tu as 4 vis boutons pour fixer les petits caches ici. Et quand tu passes le cache sur le bloc, et ben là, tu as des vis à tête cylindrique. Donc tu as déjà, tu vois, tu as en permanence 3 tailles, 3 sortes de têtes de vis différentes. Il faut que tu jongles entre ta clé Allen, ton tournevis de 1, 1,5, 2, 2,5, sans arrêt. Tu es tout le temps en train de changer les trucs, alors que là, je veux dire, c'est du 3x8, et là, c'est du 3x6. Donc, ils auraient pu mettre partout du 3x6, c'est dans le plastique seulement, avec des têtes boutons, même si c'est du 8 et du 6, encore ça passe, mais mettre des têtes boutons partout, il n'y avait pas lieu de mettre des grosses. Là, pour rassembler ce bloc, regarde, tu as du 3 par 32, c'est overkill pour rassembler 2 bouts de plastique. Et ce qui est dommage aussi, c'est que moi je voulais ne pas mettre ça, laisser mon moteur dehors, tranquille, à l'air libre. Mais c'est pas possible, parce que si tu n'utilises pas le bloc moteur, tu ne peux pas serrer et verrouiller la boîte de vitesse et son cache. En fait, le cache de la boîte de vitesse et la boîte de vitesse, regarde, sont verrouillés sur le bloc moteur. Alors si tu veux pas le mettre, à la limite, il faudrait découper tout le bloc pour le sortir de là. L'autre chose, tu vois, la façon de monter, il te monte tout le bloc et ensuite il te glisse le moteur dedans, tu dois passer les câbles là. Alors quand tu as 3 câbles plus le capteur et tout le tralala, ça devient un peu ric-rac. Après, évidemment, c'est faisable, c'est fait, il n'y a pas de souci. C'est dommage. Agréable de surprise de voir que les carters de diff sont en alu. L'avant est vraiment solide, peu étrange, tout ce qui est bien chap c'est tout petit, c'est du M3. À voir à l'usage ensuite ce qui va se passer évidemment. Les amortos qui ont plusieurs problèmes. Un, les deux fourreaux là vont dur sur la tige, donc il est impératif que tu t'assures que chaque tige coulisse bien dans les fourreaux. Ça, c'est pareil, tu vas dans l'épisode de montage des amortos, c'est plus simple au lieu que je te réexplique tout.
Pour bien purger, bien vider l'huile, tu mets l'huile à ras, tu montes, tu peux visser ton capuchon si tu veux, tu montes ton piston, tu ressors tout l'excédent et quand ton piston est à fond dedans, tu remets ta petite vis de purge ici, il faut bien la serrer fort, par contre ça on l'a vu. Et à ce moment-là, ton amorto est en dépression, il n'y a plus une goutte d'huile dedans et tout fonctionne à merveille. Si tu le fais pas, tu vas avoir une légère surpression, il va bloquer avant d'être au bout, j'ai essayé, ça marche pas. Si tu laisses un peu d'air pour être en émulsion, c'est comme si tu mettais de l'huile plus fine. Donc je vois pas l'intérêt de mettre de la 500 avec des bulles, alors qu'on peut mettre de la 200. Beaucoup en crawler laissent les amortos vides, ne faites pas ça, mettez de l'huile fine dans les amortos, ne les laissez pas vides, c'est important pour que le piston puisse bien coulisser ici, à l'intérieur de l'amortisseur. À mes souhaits. Merci Mani. Et il m'est arrivé un truc rigolo pendant l'essai. J'ai fait un petit essai, ouais, je voulais faire juste un petit tour. Fatalement, comme vous l'avez vu comme avec le Summit à Mathieu, ça m'a repris directement. J'ai fait un petit essai d'un quart d'heure et tout d'un coup je me suis retrouvé comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est un amorto qui est pété, j'ai oublié une vis? Non. Les amortos se sont bloqués. Les tiges d'amortos sont restées coincées dans les fourreaux. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai eu peur d'abord parce qu'on m'a fait part d'une étrange théorie que les tiges d'amortos de crawler peuvent gonfler. Je me suis dit, ça y est, mes tiges ont gonflé et ils sont bloqués dans les amortos. Je vais être obligé d'acheter 4 amortos GPM de merde pour remplacer les super amortos de série de mon TRX4. De mon UT4. Manchette obligée. Les tiges d'amortos, ça bouge pas. S'ils coincent dans le fourreau, il y a 3 solutions. 3. Ouais. On mettra ça dans le coin du dépanneur d'ailleurs. 1. La tige est tordue, forcément. Elle va forcer au passage parce qu'elle est pliée. 2. T'as endommagé le corps de l'amorto, c'est le piston qui coince dans le corps. 3. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est vrai que je n'ai pas parlé dans le coin du dépanneur. Je le sais parce que ça arrive, par exemple, sur les Slash 4x4 avec les petits amortos GTR d'origine plastique Traxxas. Quand tu serres cette pièce à fond très fort, là-dedans, c'est vraiment étanche. Ici, sur ce UT4, avec les deux bagues en téflon et les deux joints toriques l'un contre l'autre, c'est vraiment étanche, c'est vraiment serré. Et ça a freiné la tige. Il a suffi que je débloque d'un demi-millimètre les pièces, ici, sur les amortos, côté droit, les deux, en plus c'était le côté droit que c'est arrivé. Et hop, ça s'est remis à fonctionner. Donc ça, ce sont des petits pièges comme ça qu'il faut connaître. N'allez pas changer les amortisseurs complets juste parce que ça va dur, trouver pourquoi et régler le problème, sauf si c'est un amorto de merde. Mais tu remplaces pas un super amorto par un amorto GPM. Hérésie. Platine cerveau. Ça, là, il y a le cerveau de direction. Et le cerveau de direction est devant le cavalier qui passe le câble pour le cerveau de shift. Ça finit comme ça. Ta corne très en travers. Et là, sur ce cerveau de shift, il y a un truc qu'il faut savoir. N'oubliez pas, la plupart des véhicules, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu as les pièces débloquées et quand tu veux bloquer, tu actives ton blocage. Lui, il fonctionne à l'envers, il a un ressort de rappel dans le pont qui, si tu décroches ton cerveau, bloque d'office le pont. Ce qui est sympa parce que si tu n'as pas les cerveaux, si tu veux pas, ou si tu t'en fiches et que tu roules de toute façon tout bloqué, tu n'as besoin de rien mettre, tu roules comme c'est. Très bien. Ce cerveau, il te faut une radio qui a un switch 3 positions. Si tu n'as pas ça, tu vas d'office bloquer systématiquement les deux diffs. Donc soit tu utilises un cerveau pour l'avant, un cerveau pour l'arrière, un cerveau pour le shift, un cerveau pour la direction, soit tu utilises un cerveau de direction, un cerveau de shift, un seul cerveau ici, donc si tu n'as qu'un on-off, il bloquera d'office les deux diffs. Moi, j'ai pris la superbe, magnifique 22 balles Dumbo RC. Elle a switch 3 positions et shift. C'est génial, hein? C'est génial. Donc, ce qu'il faut faire gaffe, si tu veux... Enfin, moi je suis habitué avec mes crawlers de bloquer toujours d'abord mon diff avant. C'est lui qui te sert à grimper puisque tu vas vers l'obstacle en marche avant, en général.
Donc je bloque mon avant et l'arrière doit pouvoir rester débloqué pour une raison très simple. Des fois tu es sur une pente très pentue et si tu bloques ton diff arrière, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de pouvoir monter ta pente en diagonale, si ton diff arrière est bloqué, le véhicule va se mettre dans la ligne de la pente. C'est-à-dire qu'il va pousser des fesses, tu vas te retrouver face à la pente qui est trop raide et tu n'arriveras pas à monter, surtout si c'est de la terre, si ça glisse. Les roues avant vont projeter la terre sur les arrières, qui ont fait roulement bis sur les roues arrière, et tout ça, éjecté derrière, ne te fait pas monter la pente. Donc il est nécessaire des fois, quand tu veux passer en diagonale sur une pente, de pouvoir débloquer ton diff arrière, mais de garder le diff avant bloqué. Et pour faire ça, comme c'est sur le même cerveau, il ne faut pas faire ce qu'il conseille dans la notice. On va y aller, parce que là on est juste au montage cerveau. Oui, c'est ça, tu vois, tu passes toujours, tu montes un bout d'avant, tu montes un bout d'arrière, un bout de centre, tu reviens à l'avant, tu reviens au centre, tu reviens à l'arrière. Tout le kit, t'arrêtes pas de faire ça, de passer d'avant en arrière, d'avant en arrière. Regarde ce qu'ils font là. Ils plient le câble à 2 fois 90 degrés pour arriver en face ici du petit bitonio pour shifter. Si tu fais ça, tu n'arriveras jamais à bloquer ton diff avant séparément de l'arrière. Parce que tu actionnes ici, le cerveau tourne un petit peu, ça tire le câble de l'avant, ça déverrouille le diff avant. Pardon, c'est l'inverse. Ça déverrouille le diff arrière. Deuxième cran, il tire plus loin, mais le câble du diff arrière est fixé aussi. Donc ça tire encore plus sur l'arrière, il y a un peu de marge, puisqu'il se débloque très rapidement, et après il reste un morceau de marge. Et ensuite tu débloques l'avant. Donc si tu fais ce Z là-dedans dans ton câble, quand il va bouger un peu, eh ben, il va rien se passer. Parce que c'est un câble, c'est pas une tige métallique, donc ça va juste, tout simplement, détendre le câble, et il va se passer quéquette. Donc surtout, tu ne fais pas ça. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils avaient prévu ça avec... si c'est une erreur sur le dessin, ou ils avaient une tige métallique fixée au bout sur les premiers modèles, je ne sais pas, mais surtout, tu ne fais pas ça. En parlant de ça aussi, tu ne te casses pas la tête sur la phase primaire de montage. On te parle de deux vis différentes alors que ce sont les mêmes. Là. Ici, 11207 égale 3 x 10, 3 x 10 x 4. Sur le plan, tout d'un coup, on te parle d'une 407. Donc tu ne paniques pas, tu ne mets pas la Peugeot. Tu mets la petite, mais pas la moyenne Peugeot. C'est tout. À part ça, on dit... Ça m'a un peu gâché le plaisir de montage de l'engin. Après la cage, ça fait plaisir à monter, c'est sûr. Les détails finalement, on s'y fait, tu vois, c'est vrai que c'est quand même sympa avec tous les détails dedans. Ça m'aurait pas dérangé par contre d'avoir un tableau de bord lisse, comme dit, les sièges en moins, le ventile en moins, etc. Mais assez papoté. Je vais te le mettre en route, mais je vais pas te le mettre face caméra parce que tu vas être ébloui. Voilà. Alors moi d'office, alors ça quand tu allumes la radio c'est toujours éteint. Moi d'office, ça, là je suis en seconde. Et là, tu vois, diff bloqué, diff débloqué, puisque les actions sont inversées. Bon, tu peux évidemment inverser le sens de marche de tes cerveaux et faire comme tu veux. Donc on a une chouette LED arrière rouge qui cependant pousse le toit. Après tu pourrais la fixer ailleurs mais elle serait exposée, ils l'ont mis là, je comprends, j'ai pas de raison de la mettre ailleurs, ça me va très bien. Je pensais que la barre de LED avant par contre serait couverte un peu par le toit et protégée, mais c'est pas le cas, mais c'est pas très grave. Regarde le petit tableau de bord. Ouah, hein? C'est pas génial. Donc d'office moi je suis en seconde avec diff débloqué. Donc c'est ce que je te disais, la transmission est un peu bruyante, et là c'est la seconde, hein. Tu te doutes bien que la première c'est encore plus bruyante, je vais te montrer, parce que là évidemment on avait l'effet des diffs. Tu vois, on n'a pas exagéré sur la puissance mise à bord. Ensuite tu peux libérer la Prums. Là, faut faire gaffe. Des fois, ça arrive, hein, c'est à cause des pignons, que tu ne tombes pas pile dans
Là on y est, c'est bon. Tu vois, on est assez bruyant, et on est bruyant à cause du carter moteur et de la boîte qui font caisse de résonance tout simplement. Je pense vraiment que sans ce carter moteur, à mon avis, ça sera beaucoup plus silencieux. Et là, regarde, c'est un simple combo pour short curse et véhicule, on va dire, le 2400 là en 4S, il va bien. C'est ce qu'il y a en fait dans le Traxxas Max, hein, qui fait 5 kg. Ça emporte le max. Après, c'est pas le genre de moteur que je mets dans ce type d'engin. Moi, je vais jusqu'à maximum tout juste 3 kg. À peu près 3 kg avec ces moteurs, je suis bien. Au-delà de ça, je prends des moteurs en 40-68 jusqu'à 3,5 kg, 3,8 kg. Après, je passe au 74 d'office de toute façon. Quand je peux, je mets du 74 partout, tout maintenant. Regarde ça maintenant. Tu vois, tu as un contrôle total. Si tu prends un combo axe ou un combo crawler, Castle c'est encore pire. J'ai hésité un moment puisque le axe ils le font maintenant en 2000, en 3100 kV ou 2700 ou 3100 kV en moteur en 550. Mais celui-là il a quand même plus de patates et puis il prend 4S quand même. Moi j'aime bien. Blocage de diff. Alors attends, je vais te mettre ça en l'air. Je vais le tenir quand même, hein, parce que l'animal il franchit bien, il faut dire ce qu'il y a. Ça va. Tu vois, là je vais relâcher le diff avant. Et maintenant, tu vois, il fout le camp. Tu vois. Donc là, je n'ai plus que le train arrière qui n'est pas verrouillé. J'essaie de te le laisser comme ça. Et je relâche mon diff arrière. Tu vois. Et là, il est bloqué total. Je vais te les redéverrouiller. Voilà. Parce que je vais te montrer un truc débile. Évidemment, sur la vidéo de l'essai, on fera ça un peu mieux. Regarde comme c'est bien foutu de l'avant. Là, on a un obstacle assez haut quand même. Hein. Le pare-choc va taper, mais regarde. C'est qui pousse l'animal. Hein. Il est passé avec les diffs débloqués sans problème. Tu vois. Après, c'est là que ça mouine, tu vois maintenant. Et là, si je te déverrouille l'avant, enfin, je le verrouille, justement, je lâche le verrouillage. Il y va, hein, il se casse, il fout le camp par-dessus sans problème. C'est génial. Parfait, auto-rangement du plot. Donc, ouais, on va faire l'essai, ça c'est bien, on est confiné, je vais pouvoir essayer dans le jardin parce que j'ai assez d'obstacles. En plus, comme ça, vous verrez la différence, puisque dans le jardin, on a roulé du Summit, on a roulé du Axial, on a roulé du VPC Crawler, on a roulé du Oba ODC1. Et donc, comme ça, vous aurez des mesures, suffira de retourner sur les vidéos les plus anciennes, c'est facile. Quand tu cherches des vidéos de la chaîne, tu vas sur Google, tu mets RC Garage 68, Summit, et tu trouves la liste. Si tu es sur PC, tu vas sur la page principale de la chaîne. Et là, il y a un petit moteur de recherche qui ne cherche que les vidéos de la chaîne. Et là-bas aussi, sur la chaîne, il y a plein de gens toujours qui s'obstinent à demander le mail sans avoir cherché. Les mecs, réveillez-vous, cherchez un petit peu. Vous allez sur la page principale de la chaîne, dans l'onglet « À propos », sur n'importe quel site internet. Fabricant, constructeur, vendeur. Quand tu veux savoir les coordonnées, tu vas dans « À propos » et « Contact », afficher le mail. Et là, tu as mon mail. Donc, apprenez à vous servir de l'outil informatique, les mecs. Il y en a plein qui me posent des questions pour trouver des références de pièces au lieu de les chercher. Ils passent plus de temps à me mailer pour avoir la ref de la pièce. Quand vous voulez une référence d'une pièce, vous téléchargez la notice du modèle. Si vous savez de quel modèle ça vient, vous téléchargez tout simplement la notice. Vous allez voir dans la notice et vous trouvez la ref de la pièce. Arrêtez de faire au plus facile et de demander toujours sur 10 000 forums et de droite à gauche quelle est la référence de la pièce. Et d'attendre qu'il y ait un couillon qui aille se prendre le temps d'aller sur le site, de charger la notice, d'aller relire la ref et de vous repartager la ref. Hein, les mecs, faut bosser. Faut bosser, sinon il ne va rien se passer dans votre vie. Pneumatiques. Pour les avoir essayés, je peux vous dire qu'ils sont géants. J'ai roulé sur le goudron, donc 55-60, j'ai pu prendre mes virages sans me vautrer, la voiture ne s'est pas renversée une seule fois, les mecs. Hein.
J'ai pu y crapahuter. Évidemment, ça crapahutera pas comme un Summit. Il y a des endroits où seul le Summit passe parce que l'engin est moins large, qu'il y a un pont arrière, c'est totalement différent. Par contre, des endroits où, justement, dû à son étroitesse, il passera mieux, mais c'est vraiment plus réaliste. J'ai pas encore essayé avec mes huiles à ranger là, mais j'ai vraiment hâte. Hein. Tu vois, t'imagines que là j'ai mis de la mine, et regarde, il est encore, tu vois, encore méga mou. L'arrière avec la 800, là ça me plaît. L'arrière, il est vraiment, là je suis vraiment bien à l'aise. Ce qui me plaît aussi, c'est que, regarde, l'arceau dépasse de la carreau, et ton pneu ne va pas manger ta carreau. Il mange l'arceau. Pareil à l'arrière. Tiens, je t'ai pas montré le cerveau. Regarde le cerveau. Il n'est pas rapide. C'est un 35 kg sous 7 volts. Il a les 7 volts. Il n'est pas rapide, mais il y va. Tu vois? Il est beaucoup plus lent que ma molette. Par contre, sans pitié. Il n'y a pas de sauve-cerveau, il n'y a rien. J'ai tout le poids dessus. Le machin, il y va. Tu vois? Hein? Donc ça, moi, ça me plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Niveau dimension, ouais, pour moi ça, c'est la taille d'un crawler 1.8. C'est la taille qu'un crawler 1.8 devrait avoir. Point de vue méca, ça me dérangerait pas qu'il ait des pignons de diff plus gros. Et ouais. Et vu que c'est un Scal, j'aimerais vraiment que par contre la transmission soit plus silencieuse, puisque là, si je mets le module son, au ralenti ça va aller, en seconde, mais en première ça va être atroce, ça va être moche, ça va pas le faire du tout. C'est pas grave, on fera plaisir à tonton Arnaud, sur les vidéos on sera quasiment silencieux. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer de faire un tour en forêt avec ce machin. Et Mani il est content. Ouais, Mani il est très content. Parce que c'est un cadeau que m'a fait Gigi, cette machine. Et ça c'est super. Et ouais, c'est comme ça. Et je tiens à remercier aussi RC Team pour la disponibilité rapide et le prix infernal. RC Team sur ce coup-là sont absolument totalement imbattables. 720 € chez eux il me semble, contre 830, 850 sur tous les autres sites où je l'ai vu. Donc passez les voir pour ce genre de machine. C'est tout à fait normal, une boutique ne peut pas être le mieux placée financièrement partout, vous en faites pas, paniquez pas. C'est toujours comme ça, un endroit où tu trouves ci, un endroit où tu trouves ça. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a de la place pour tous, ça fait tourner tout le monde. Et aussi encore quelque chose, une petite inquiétude pour moi. Donc la direction elle-même, j'ai un cerveau de 35, le véhicule est lourd, je vais quand même relativement vite, je ne sais pas si je vais pas péter un bras de direction. Et l'autre inquiétude, c'est la taille des cardans quand même. Les cardans sont relativement petits. Bon, c'est de l'étoile à 4 branches, c'est bien foutu. On a les axes ici dedans de 2,8 mm. Après, c'est vrai qu'on avait la même chose sur le UDR, ça tenait aussi, tu me diras. Mais là, on bloque les ponts. Et quand on bloque les ponts, ça va avoir du mal, je le sens. Sur le Summit, c'était la même, avec les cardans option MIP ou autre. Les goupilles en 2.8, tu bloquais le pont, tu forçais, paf, c'était fait, tu avais sauté tes goupilles. Donc j'irai faire l'essai, puisqu'on peut les changer rapidement avec des goupilles en poche, je pense. Et ça me laisse un peu perplexe. Ce qui est cool, c'est roulement 16 par 8 par 5, entrée de diff, sortie de diff. Il y a 3 roulements par diff à cause justement de l'histoire du blocage. Il y a des roulements de roues sortis des paliers de pont aussi, donc pas de possibilité pour la saleté de rentrer. En plus, j'ai fourré de graisse. C'est définitivement... Bon, j'irai pas faire le fou dans la gadoue avec, vu le nombre de petites pièces et de petites choses enchevêtrées là-dedans qu'il y a. Tu vois, là, tu as les câblages de blocage de diff, etc. Tous ces petits trucs. C'est un peu chaud. Je comprends pas d'ailleurs aussi pourquoi ils n'ont pas mis un cache ici, pour cacher le cerveau, pour rester dans le look Scal. Le récepteur, je l'ai vissé là-dedans, enfin je l'ai mis là-dedans en fait, sur le côté du cache, il y a une tonne de place ici. Donc moi j'ai tout simplement mis mon récepteur ici à l'intérieur. J'ai le câble qui dépasse pour mon bruiteur, puisque j'avais prévu le bruiteur, mais il n'est pas. Donc je peux quand même brancher rapidement mon bruiteur. Sinon c'est vrai que, posé comme ça, hein, on voit vraiment rien de l'électro. Je me suis penché aussi sur le Cross RC Jimmy, un 6ème.
le Suzuki Sixt, ou je sais pas comment il l'appelle chez Cross RC, overkill. Les détails overkill. Je vous invite à aller voir. Le pire, c'est que. Pas Cross RC, pardon. Capot. Allez voir sur la page Capot. Et encore, c'est pas sur la page Capot que j'ai trouvé tous les détails et tous les trucs. Enfin, surtout pas Capot France, eux, ils sont à la ramasse. Je sais pas ce qu'ils font, mais une nouveauté qui sort et il n'y a aucune info dessus, c'est dommage. Même constat, c'est pour ça que j'en parle de Capot chez Cross RC. J'achète cette bagnole chez Cross RC, il n'y avait pas les détails, pas la taille des cerveaux, pas trop de photos. Notamment le fait qu'il n'y ait pas de boîte de réception, moi ça m'enquiquine. Quand un engin qui a une tonne de câbles, il faut que ça soit fait. Ce qui est bien pensé, c'est l'éclairage. C'est ça que j'ai oublié. L'éclairage, les mecs. On a ici deux LED qui sont accrochées les unes aux autres. D'accord? Un câble qui revient au tableau de bord. On a une barre de LED avec un câble qui revient au tableau de bord. Une barre de LED arrière avec un câble qui revient au tableau de bord. Et l'éclairage tableau de bord. Et il y a deux LED aussi dans le tableau de bord. Donc une derrière le volant et une ici derrière le panneau d'instrumentation. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont regroupé toutes les cosses des LED là-dessus. En fait, c'est derrière le panneau d'instrumentation. Ouais, je te le remets en route parce que ça m'éclate quand même. Regarde, derrière le panneau d'instrumentation qui est éclairé là, il y a toutes les prises pour les LED. Tu n'es pas obligé d'aller dans le boîtier de réception. Il y a une seule et unique cosse qui va au boîtier de réception. Message pour axial, par exemple. Les cerveaux ont des câbles assez longs pour aller dans la boîte de réception. Autre message pour axial. Et voilà. Bon, faut qu'on lui trouve un petit bonhomme, c'est sûr. Parce qu'un Scal sans bonhomme, c'est un peu dommage. Après, c'est pas mon genre de jouer à la poupée, mais le problème, c'est que mon troll ne rentre pas. Parce que, bon, après, tu me diras, il est à l'échelle. Hein. Le troll est trop petit. Troll qui peut. Salut les mecs. Ah oui, et si vous avez envie de vous l'acheter, vous avez les moyens, faites-le, faites-vous ce plaisir. Le montage, comme dit, c'est un peu, ça prend du temps, c'est pas compliqué, ils t'induisent pas en erreur. Tu te trompes pas, tu dois pas refaire tes montages. Sauf si tu fais pas attention à ce que tu fais, comme sur le train avant à la manie, bien sûr, qui a inversé les fusées, les chapes et les triangles, comme d'habitude. À chaque fois, quand il papote, je vais peut-être commencer mes kits en montant par l'arrière, comme ça je suis chaud quand j'arrive devant. Parce que même s'il y a des éléments, comme dit, les bras de pompe paraissent petits, les cardans, les bras de suspension, mais quand tu as tout assemblé, quand tout est ensemble avec cette cage, l'ensemble est vraiment hyper balèze. Et je le répète, hein, parce que ça c'est vraiment le point fort de la machine. Là, Axial, Losi, ils peuvent tous aller se cacher. Hein. Ils peuvent tous aller se cacher. On a eu en ferraille ici, sur lesquels sont vissés les supports des bras latéraux, plus des clampes avant-arrière alu, plus la cage qui se rejoint dessus avec une plaque alu encore là devant. J'ai descendu l'escalier, tout ce que j'ai c'est ça, cette petite rayure là devant. Donc l'avant est vraiment méchamment solide, prévu pour la caillasse. Ça manque beaucoup. Le UDR est aussi super solide de l'avant, mais lui c'est un shortcut, ça n'a rien à voir. Là j'y vais. Salut les mecs. Si quelqu'un en a déjà un, les mecs, commentez. J'ai vu très peu de vidéos sur cette machine sur YouTube. La dernière fois que j'ai regardé, il y en avait une de par les Chinois, même pas de la part de Cross RC. Le même directement sur la page officielle. Tout au ralenti, et ça c'est dommage. Parce que au ralenti, tu vois pas comment évolue le véhicule. S'il avait évolué à vitesse réelle, on aurait vu qu'il faisait ça en roulant. Et que la transmission fait. C'est pour ça que moi, je fais les vraies vidéos. Salut mec.